Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Vous êtes au bon endroit, votre émission Diaspora Africa va démarrer dans un instant. Vous le savez, on aime mettre en avant ceux qui font bouger les choses, ceux qui font bouger le continent africain. Et pour le coup, on a invité deux personnalités du continent africain qui dépassent les limites, qui surtout ont pour objectif de promouvoir le continent africain ici en Europe, mais aussi bien sûr à l'intérieur du continent. Alors, c'est un plaisir de vous avoir, Monsieur Rahim, Excellence Rahim Atoumane. Vous êtes originaire des Comores, vous êtes représentant résident de l'Agence africaine de coopération ACEI auprès du gouvernement de l'Union des Comores. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. On continue avec Brian Urfé. Bienvenue à vous. Vous êtes auteur du livre The African Dream, dont on va parler ici dans l'émission. Vous êtes fondateur et CEO de BHB Investment et African Insight Academy. Voilà, mesdames et messieurs, beaucoup de choses. Prenez un stylo parce qu'on va vous donner des informations primordiales qu'il faut absolument connaître. En tout cas, vous êtes là pour cela. En face de vous, monsieur, vous avez nos chers chroniqueurs, à savoir Mr. L, qui nous parle de sa chronique, c'est Dynamique africaine. On essaye de promouvoir les secteurs d'activité qui peuvent être intéressants pour les Africains qui nous regardent et les autres aussi, bien sûr, qui nous regardent, n'est-ce pas? Ah oui, aujourd'hui, élevage et transformation, parce qu'il y a encore, pareil, on accuse un retard chronique. Donc il y a des choses, il y a des opportunités à prendre pour pas énormément d'investissement finalement. De belles opportunités sur le continent africain à travers en tout cas le secteur de l'élevage. Mesdames et messieurs, prenez note, et c'est peut-être la solution pour avoir de nombreux millions dans les poches. On continue avec Babadem. Babadem, et oui, c'est celui qui fait rayonner les profils, les innovateurs, les grandes personnalités du continent africain qu'il faut absolument connaître. N'est-ce pas, Baba? Oui, absolument. Et aujourd'hui, on va aller du côté du Sénégal où un certain Morsec a inventé une machine à laver écologique sans électricité, mais il cible une catégorie de personnes ou de statut social. Donc, à suivre. À suivre absolument, à connaître et surtout à promouvoir ici dans Diaspora Africa. Voilà les deux chroniques sur le plateau qui vont être effectuées par nos chroniqueurs, mais on aura d'autres chroniques avec un tour d'Afrique, nous aurons un pitch, nous aurons bien sûr un petit débat à la fin. Voilà, on permet à nos téléspectateurs de nous envoyer des questions et puis on en parle ici sur le plateau de Diaspora Africa. Mais voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à vous, messieurs, et à vos différentes activités. Ça va, le programme vous plaît? Impeccable. Super programme. Très bien, vous êtes soignés. Voilà. Très bien, mesdames et messieurs, on va passer une belle émission. Alors, moi, je vous propose de voyager afin de détendre un peu l'atmosphère. On aime voyager ici sur Diaspora Africa. Voilà, on aime promouvoir les destinations africaines. Est-ce qu'il y a un pays que vous aimeriez aller visiter là, si on vous donnait une baguette magique? Je dirais les Comores. Mais... Oui, j'aurais pu dire aussi le Congo-Brazzaville, mais il a parlé du Sénégal. Eh bien, mesdames et messieurs, moi je vous propose d'aller découvrir les îles Comores. Oui. Aujourd'hui, c'est les îles Comores. La prochaine fois, ça sera le Congo-Brazzaville qu'on a déjà promu ici dans l'émission, rassurez-vous. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. On prend le baluchon, on prend le passeport et destination les Comores.
retour sur le plateau de Diaspora Africa. Donc pour le coup, on va vous donner la parole à vous, Excellence, Rahim Atoumane. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des îles Comores? Donnez-nous envie d'y aller. On dit souvent qu'on est des îles vierges, tout est à faire chez nous. Et moi, mon rôle aujourd'hui est d'inviter, que ce soit les Africains et les personnes dans sa globalité, de venir sur nos terres et de voir tout ce qu'il y a à faire sur place. Exactement, merci beaucoup. En tout cas, ça donne envie, oui, pourquoi pas, les îles Comores. Voilà, mesdames et messieurs, merci bien sûr à l'Office du tourisme des Comores pour les vidéos. Mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Eh bien, Rahim Atoumane, on va continuer avec vous. Je vous propose de venir me rejoindre ici à la barre. Oui, monsieur. Alors, je l'ai dit, vous êtes représentant donc, de l'Agence africaine de coopération auprès du gouvernement de l'Union des Comores. Alors, vous êtes un entrepreneur, c'est important d'expliquer un petit peu votre parcours et comment vous avez fait pour en arriver là. Alors, vous êtes entrepreneur et diplomate franco-comorien. Donc, après des études en assurance et banque ici à Paris, vous avez acquis de l'expérience professionnelle avant de fonder en 2019 l'Agence des majordomes à Marseille, une entreprise de conciergerie et de services collaborant avec de grands groupes engagés pour l'insertion des jeunes des quartiers prioritaires. Vous remportez même la même année le concours national de l'entrepreneur challenge. Et donc à partir de 2019, vous étendez vos activités aux Comores, diversifiant votre entreprise vers la logistique et le conseil. Donc entrepreneur vraiment, on peut le dire. Et vous devenez un expert consultant auprès d'une OING, donc organisation internationale non gouvernementale. Et en 2021, voilà, vous êtes nommé directeur général de l'Agence africaine de coopération économique et internationale. Alors forcément, les gens se posent des questions parce que voilà, toujours les mêmes questions, à savoir quelle est cette agence, cette fameuse agence dont on parle beaucoup grâce à vous. Pour le coup, j'espère qu'ils ont conscience du travail que vous faites parce qu'ils ont la chance d'avoir un ambassadeur qui va à la rencontre donc, des populations africaines vivant ici en Europe et je suppose dans d'autres continents, qui promeut donc, cette fameuse agence. Donc dites-nous face aux téléspectateurs en quoi consiste cette agence et quelles sont les missions. Alors, cette agence, à la base, c'est un réseau. Donc un réseau d'experts. C'est-à-dire que chaque expert a amené son expérience dans différents pays. Lorsque moi, je suis recruté en tant qu'expert consultant, on m'affecte l'océan Indien, donc les Comores. Et je me rends compte qu'il y a un vrai besoin. C'est-à-dire que le gouvernement a un besoin de financement, le gouvernement a un besoin d'expertise et de ressources. Donc à ce moment-là, donc je fais mon travail d'expert consultant, je ramène des entreprises, des sociétés qui veulent investir aux Comores et on se rend compte que la demande est extrêmement importante et on me propose de devenir représentant résident. Donc d'établir un bureau pour pouvoir permettre d'être le canal entre les sociétés privées et le gouvernement en fonction de leurs besoins. Donc je passe d'expert consultant à représentant résident. Donc représentant résident, pour rappel, c'est un ambassadeur, donc il représente une organisation internationale. Et aujourd'hui, mon travail est assez simple, appuyer le plan Comores émergent, donc le plan de développement de l'Union des Comores, de son gouvernement. Donc c'est d'aller chercher des partenaires techniques et financiers. Le cercle s'agrandit et l'objectif est de proposer et de montrer au gouvernement qu'il n'est pas obligé de s'endetter lorsqu'il veut mener un projet, qu'il peut le faire financer par ses enfants qui sont nés à l'extérieur au prime abord, et bien évidemment que nous sommes ouverts aux investissements étrangers et internationaux. Bien sûr, et c'est très important. Donc, je le rappelle, nous, on est très résultats, très objectifs, chiffrés et quantifiés, on va dire. Alors, depuis 2021, vous êtes à la tête, donc, vous êtes directeur général donc, de la CEI. Quels sont les résultats? Est-ce qu'aujourd'hui, votre gouvernement peut mesurer l'impact positif que vous avez pu avoir pour les Comores? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est heurté à quelque chose lorsqu'on va chercher des investisseurs. On s'est heurté à la question de qu'est-ce que les Comores? Donc, pour pouvoir faire investir des personnes aux Comores, il fallait d'abord démontrer où étaient les Comores, qu'est-ce que c'était, quelle était la potentialité des Comores. Baba on a parlé juste avant, quand on parle Afrique, on parle des grands pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on parle très peu des Comores, qui sont un pays à part entière et souverain. Donc, mon objectif, et le premier objectif qu'il fallait faire, c'est faire découvrir les Comores. Donc, la première étape était de connaître les Comores. Voilà et pour le coup, vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'on connaît assez les Comores pour finalement aller droit dans le but et investir? Alors là, on rentre dans la deuxième étape, donc cette année et l'année prochaine, mon mandat se finit en 2026, on rentre dans la deuxième étape où on va rentrer vraiment dans l'investissement brut. Donc
dans très peu de temps, il y a des partenaires financiers qui vont venir aux Comores et qui vont vraiment découvrir les Comores, qui vont pouvoir palper tout ce dont ils ont entendu parler afin de pouvoir y investir et être, investir et être vraiment dans l'efficacité et de pouvoir voilà, poser ses bagages et investir directement. D'accord, bah très bien. Pour le coup, nous, on va passer directement à la phase 2. Alors, quels sont les secteurs d'activité les plus prometteurs dans les îles Comores? Alors, ce qui est important aux Comores, on a parlé d'économie bleue. L'économie bleue, nous sommes une archipel, on l'oublie un peu trop souvent, on est une archipel, et l'objectif est de passer par l'économie bleue et l'économie circulaire. Donc, les investissements vont se porter en premier lieu là-dessus, et également dans le tourisme. Comme je l'ai dit juste avant, le tourisme est sous... on n'a pas une extrême production au niveau du tourisme, donc les terrains sont vierges. Et grâce à ça, on ne sommes pas rentrés dans un tourisme de masse, c'est un tourisme, j'ai envie de dire, non responsable. Donc ce qui va être intéressant, c'est que tous les partenaires qui vont venir aujourd'hui, qui vont investir dans le tourisme, ils vont investir dans le tourisme éco-responsable et un tourisme durable. Et nous allons pouvoir également parler d'économie circulaire. C'est-à-dire que l'argent qui va rentrer aux Comores va pouvoir faire le tour des Comores et potentiellement ne pas y sortir. D'accord, très bien. Aujourd'hui, en France, est-ce qu'on peut parler d'une communauté forte, mobilisée, organisée des Comoriens? Est-ce que la communauté comorienne est présente, est palpable, est organisée et souhaite investir donc, sur le continent et notamment chez eux? Alors, aux Comores, pour rappeler, donc, les Comoriens, on est 850 000 sur le territoire comorien. À l'extérieur, nous sommes environ 400 000. Donc nous sommes le pays africain avec la plus grande représentativité à l'extérieur du continent. Sachant également que nous, en tant que diaspora, nous sommes diaspora sur 4 ou 5 générations. C'est-à-dire que nous, et moi personnellement, un de mes parents est né en France. Et ma grand-mère est née française, parce qu'elle est née sur un territoire qui était colonisé à l'époque par la France. Donc on a vraiment une attache forte avec la France sur plusieurs générations au niveau diasporique, et nous sommes assez nombreux. On est la moitié de la population comorienne et aujourd'hui en France. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. On parle de 156 millions d'euros qui est envoyé tous les ans, j'ai envie de dire, aux Comores. L'objectif sera d'apporter une productivité à cela. C'est-à-dire que cet argent ne serve pas uniquement aux ménages et uniquement à la dépense pour des festivités, mais qu'on rentre dans de l'investissement brut. Et pour ça, il faut également faire découvrir le pays à ces Comoriens du territoire qui, comme moi, ne connaissaient pas les Comores avant 2018. D'accord, très bien. Donc, pour le coup, vous le dites, hein, votre mandat s'achève en 2026. 2026, c'est là. C'est là, exactement. Vous êtes jeune, entrepreneur. Et rapidement, est-ce que finalement, le poste que vous avez occupé vous a donné encore plus envie d'investir aux Comores, d'entreprendre aux Comores? Et là, en enlevant votre casquette d'ambassadeur, clairement, est-ce que vous le dites à nos téléspectateurs, au lieu de regarder vers le Sénégal, vers la Côte d'Ivoire, vers ces pays dont on parle souvent, est-ce que les Comores ont un réel potentiel avec voilà, un retour sur investissement rapide? Parce qu'encore une fois, c'est loin d'ici de la France. Peut-être, est-ce que c'est structuré assez correctement pour qu'on puisse finalement protéger nos investissements? Aujourd'hui, vraiment, je vous donne la parole. On a nos téléspectateurs qui nous regardent, on a des potentiels investisseurs, on a des gens qui cherchent des opportunités. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour leur dire non, c'est bon, on est prêt, les Comores sont prêts, venez, on vous attend? Alors, j'ai envie de dire qu'un peu comme tous les partenaires internationaux, venez aux Comores puisque les Comores sont un terrain vierge. C'est-à-dire que ce que vous allez faire aux Comores... Mais est-ce que ça suffit d'être un terrain vierge? Est-ce qu'aujourd'hui, la législation va faire que? Est-ce qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre est assez prête pour recevoir finalement de nouveaux marchés, de nouveaux investisseurs, etc.? Alors j'y viens, c'est-à-dire qu'aux Comores, nous avons tous les outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les outils sont fonctionnels pour aujourd'hui capter les investisseurs qui viendraient aux Comores. Maintenant, nous avons besoin de faire tourner la machine. La machine est là, comme je l'ai dit juste avant. On a besoin de la faire tourner et surtout, nous avons besoin d'internationalité et également d'africanité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'entrepreneurs d'Afrique qui viennent aux Comores et montrer comment fonctionne l'entrepreneuriat là-bas et de le faire appliquer aux Comores. Ce qui est intéressant aux Comores, c'est qu'aujourd'hui, on est en la capacité d'accueillir. Il faut savoir qu'aux Comores, on ne le dit pas assez souvent, mais tous les pays africains peuvent rentrer aux Comores avec un visa sur place. Pas besoin de prendre un visa avant. Et c'est l'un des rares pays. Et aujourd'hui, on ne le dit pas assez, puisque malheureusement, comme j'ai dit juste avant, on parle beaucoup des Comoriens, mais pas des Comores. Donc ça, c'est le premier point. Les Comores sont accessibles. Les investisseurs peuvent venir aux Comores. Nous les accueillons. Je confirme. Déjà. Deuxièmement, toutes les idées et tout le business qui va être créé aux Comores est un business qui sera rentable.
bien évidemment, il faut prendre des risques. Bien sûr, Je le dis, voilà, comme dans tous les pays, lorsqu'on vient investir en France ou dans d'autres pays, on prend des risques. Aux Comores, on prend des risques également. Maintenant, le retour sur investissement sera beaucoup plus intéressant aux Comores que dans d'autres pays, puisque nous allons répondre à un vrai besoin. Aujourd'hui, il faut également rappeler que nous avons le franc comorien. Le franc comorien qui est plus fort aujourd'hui que le franc CFA. Ça veut dire que lorsqu'on vient investir avec des euros, même s'il y a toujours une différence entre les francs et les francs africains et les euros, on peut s'y retrouver au niveau investissement. Puisque, voilà, on va donner un exemple, 100 000 francs comoriens font 200 euros, alors que dans d'autres pays, ça fait un peu moins. Donc, on a un peu moins de pertes là-dessus. Et voilà, troisièmement, nous sommes un pays qui sommes, j'ai envie de dire, pacifique. C'est-à-dire que pas de guerre civile. Aujourd'hui, les femmes aux Comores peuvent se balader seules la nuit. Donc, on est un pays dans une stabilité. Et on est en train également de rester, de devenir et de rentrer également dans une stabilité politique qui permet un cadre de vie, j'ai envie de dire, qui mène à l'entrepreneuriat. D'accord, donc un environnement propice à l'entrepreneuriat et à une vie de famille aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on entreprend, on part forcément avec tous les bagages, peu importe, comme les enfants, la femme, le mari, etc., etc. Donc en tout cas, je pense qu'il vous a convaincu. Et qui est convaincu ici d'aller investir aux Comores? Franchement, il nous a donné envie. Ah, pas toi. Non, ça a l'air intéressant parce qu'effectivement, on pourrait peut-être en discuter, notamment avec les Chinois. On pourrait peut-être voir ça. Parce que, agriculture, etc. Infrastructure, exactement. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Clairement. D'accord, il y a pas mal de choses à faire. En tout cas, vous êtes convaincant. Je comprends pourquoi vous avez été choisi. Et donc 2026, pour le coup, qu'est-ce qui va se passer après pour vous? Est-ce que vous souhaitez qu'on renouvelle votre mandat ou au contraire, vous allez voguer vers d'autres destinations? Alors, il faut savoir que les Comores sont un pays extrêmement attachant. Oui. Donc moi qui ne connaissais pas avant 2018, j'ai été complètement sous le charme. Donc tu disais juste avant, en tant hors la casquette d'ambassadeur, que m'avaient fait les Comores, et les Comores ont fait du bien. Ils ont permis de me connaître, de me découvrir. Donc j'aimerais être reconduit à ce poste-là, mais également je vise d'autres environs, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je me présente en tant que candidat pour le poste d'envoyé spécial de la jeunesse de l'Union africaine. D'accord, très bien. Et comment on fait pour être élu? Il y a des votes, ça se passe comment? Alors, c'est, j'ai envie de dire, assez spécial, là, parce que l'actuel envoyé spécial a dépassé son mandat, donc de 2023. Donc, nous attendons, est-ce que ce sera une élection, est-ce que ce sera un autre appel à candidature? Nous sommes en attente, mais étant donné que le candidat de la RDC s'est présenté officiellement, moi, j'ai tenu à me présenter également pour représenter les Comores et sa diaspora. Voilà. Très bien, on vous souhaite bon vent. En tout cas, l'annonce a été faite officiellement ici sur le continent africain et auprès de la diaspora. Merci beaucoup, cher Rahim Atoumane. Voilà, mesdames et messieurs, c'était très intéressant. Franchement, je ne connaissais pas ce pays, les Comores, enfin de très près, mais maintenant, ça m'a donné envie d'y mettre au moins les pieds et voir y investir. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà, l'Afrique est un grand continent avec plein d'opportunités, plein de pays avec une forte possibilité d'investir et surtout de devenir riche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaitent devenir riches. Allez, on poursuit cette émission dans un instant. On aura le plaisir d'avoir Brian Urquhart qui va nous parler de African Dream. Pour le coup, je pense que ça coïncide bien avec ce que vous nous dites là. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, petite question rapide. Allez, est-ce que les buzzers fonctionnent rapidement? Ouais, ça fonctionne. On va voir si vous connaissez bien l'Afrique. Alors, question, c'est un vrai ou faux, donc c'est simple. Mesdames et messieurs, le fleuve Congo est-il le plus long fleuve d'Afrique? Vrai. Je pense que c'est faux. Faux, ouais. C'est le Nil, je pense. Absolument. Ah, c'est vrai que le Nil, j'y ai pas pensé. Oui. Le Nil est le plus long fleuve d'Afrique et parfois considéré comme le plus long du monde. Selon certaines mesures, avec environ 6650 km, le fleuve Congo est le deuxième plus long fleuve d'Afrique et le premier en demi. Bon, ça va. Franchement, ça va. Exactement. Premier, deuxième, c'est un peu un piège. Voilà, mesdames et messieurs, on essaie de promouvoir la culture générale. C'est très important. L'objectif, c'est qu'après avoir regardé cette émission, vous vous dites, tiens, on a appris quelque chose. Allez, on poursuit avec vous, Baba Deme. Alors, ils font l'Afrique, et oui, cette chronique qui essaye de mettre en avant ces porteurs de projets, ceux qui font bouger les choses. Et là, c'est destination le Sénégal. Allez, avec Mati Sek.
Baba, on t'écoute. Oui, alors direction le Sénégal avec Mor Matissek, on a voulu le mettre en l'honneur et surtout pour l'encourager. Parce que tout simplement, il a inventé ce qu'on appelle la machine à laver écologique qui fonctionne sans électricité. Sauf que lui, son but, c'était surtout par rapport aux femmes des communautés rurales. En gros, ces femmes qui prenaient des heures et surtout au niveau de la pénibilité de le faire à la main, il a tout simplement créé cette machine. Et il le dit en avant, il dit « Mon objectif était clair, alléger le quotidien des femmes et offrir une solution pratique pour les familles rurales. » Et il a réussi. Sa machine fonctionne grâce à un système manuel, utilisant des pédales et des manivelles. Une idée brillante qui permet de laver le linge efficacement tout en réduisant la pénibilité du travail. Mais ce n'est pas tout. Il travaille également sur des projets comme des pompes à eau manuelles, toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Alors pourquoi on dit qu'on tenait à l'encourager? Parce que tout simplement, quand il a montré cette machine au grand public, les personnes ont commencé à critiquer en disant qu'il y a d'autres machines qui existent, beaucoup plus modernes. Voilà, que c'était dépassé, alors que lui, c'était vraiment ces personnalités, ces personnes qui vivent dans des communautés rurales, dont l'accès à l'énergie est assez limité. Et que lorsqu'on voit la réaction que ça pose, en tout cas, ça contribue au niveau des communautés rurales. J'ai par exemple une dame qui dit « Cette machine a carrément changé ma vie. Avant, je passais des heures à laver le linge. Maintenant, c'est rapide et sans l'effort. » Donc, l'impact de ces créations est immense. Elle incarne donc une démarche durable, accessible et profondément surtout humaine. C'est salué par son potentiel et surtout pour ces communautés rurales. Donc, on voulait vraiment le mettre en avant. Il a 6 brevets là-dessus. Et surtout au-delà de ça, il dit qu'il va continuer pour les communautés rurales qui sont souvent oubliées dans les inventions. Exactement. Mais pour le coup, c'est un point très important. Moi, je vous applaudis d'abord. C'est un point important parce que des fois, on va plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, non, il faut faire comme le monde entier, il faut aller vite, il faut créer des machines XXL, etc. Alors qu'on a encore de nombreuses populations qui n'ont pas accès, ne serait-ce qu'à l'électricité, qui ont besoin de ce type de produits pour pouvoir faciliter leur travail quotidien. Donc, en fait, il y a des besoins encore à un niveau vraiment, en tout cas bas, qui nécessitent finalement une solution. Et pour le coup, le monsieur répond à cette problématique-là. Et c'est un autodidacte. Et c'est un autodidacte, il a regardé comment ça fonctionnait, et il a vu que ça pouvait être utile. Vous en pensez quoi forcément, ça vous parle? Clairement, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça doit être accessible au niveau coût, c'est ça qui est intéressant. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on changera les choses avec des petites actions. Les grands projets sont bien, mais ça répond directement à une problématique. Exactement. On oublie forcément, nous qui sommes afro-européens, qu'il y a encore des personnes qui lavent le linge à la machine. Il n'y a pas de pressing. À la main, pardon. Il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de machine à laver, etc. Donc ça répond parfaitement au problème. On n'a pas d'électricité, donc on n'a pas besoin de le brancher. Je vois qu'il peut être déplacé même. Donc non, je ne pense pas que ce soit ouvert à la critique, ce type de projet-là. Brian Orphée, forcément, ça vous parle, vous qui voyez l'Afrique en grand, l'African Dream pour tout le monde. Et peu importe où on se trouve, dans les grandes villes comme dans les petites villes. Écoutez, c'est une révolution. Dans mon ouvrage, j'ai un chapitre sur l'inventaire africain. Parce que je pense qu'on ne voit pas la plus-value de l'inventeur africain. J'ai tiré la sonnette d'alarme. On en a sur le continent africain, mais il faut leur donner ce qui va avec. C'est-à-dire qu'il faut trouver des financements. C'est pour ça que je propose des solutions sur les financements verts. Parce que l'inventaire africain n'est pas promu comme un peu aux États-Unis. Lorsque quelqu'un découvre quelque chose, tout de suite, il y a déjà le gouvernement autour. On voyage avec le jeune, on l'emmène partout. Il est reçu par les préfets, par le gouvernement. Chez nous, il n'y a pas ça. Donc il faut donner la visibilité à ces inventeurs et en même temps leur donner de quoi les satisfaire, bien sûr, c'est-à-dire le financement. Et parce qu'en Afrique, on a toujours tendance à penser qu'il faut des levées de fonds, ce qui marche, je suis bien d'accord, mais il faudrait qu'il y ait des levées de fonds africains. Parce que pour l'instant, la plupart des fonds qu'il y a sur le continent africain, c'est des fonds des étrangers, dirigés par des Africains. Il faut des fonds africains. Donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Exactement, c'est primordial. Et pour le coup, moi, ce que je vous propose dans un instant, c'est de venir en parler ici sur le plateau. Donc à mes côtés, et on a hâte de découvrir votre livre, The African Dream. C'est très parlant, on a parlé du rêve américain. Maintenant, le moment est arrivé de parler du rêve africain. Mais avant, mesdames et messieurs, je vous propose d'aller faire un tour en Afrique. C'est parti pour le Tour d'Afrique de 7 semaines. Allez, on regarde et puis on revient.
1914, la Première Guerre mondiale éclate. La France mobilise ses colonies. Les tirailleurs sénégalais, appellation donnée aux soldats venant d'Afrique noire, représentaient le deuxième contingent indigène en nombre, soit environ 15% des effectifs total français. Fréjus, situé dans le sud de la France, accueille en 1915 les premiers soldats africains. La ville, au climat chaud, est choisie comme site de transition pour ces soldats qui quittent pour la première fois leur pays d'origine, leur permettant ainsi de s'adapter avant d'être envoyés au front. Les combats font rage. Les pertes humaines sont très importantes durant cette guerre. À la fin de la guerre en 1918, ce n'est pas tous les tirailleurs sénégalais qui ont survécu qui seront rapatriés au pays. Une partie reste en France et notamment dans le camp Caïs à Fréjus. Un terrain leur sera attribué. Les soldats africains s'unissent pour construire dessus la réplique de la grande mosquée de Déné du Mali. En 1930, les travaux s'achèvent. La mosquée rouge de Fréjus, lieu d'accueil et de partage, ouvre ses portes, donnant aux soldats africains le temps d'une discussion, la sensation d'être à la maison. Cette mosquée nommée Missiri, qui veut dire mosquée en Bambara, a été construite en 2 ans. Contrairement à celle de Déné qui est faite de terre, la réplique de Fréjus est en béton armé et recouvert d'ocre pour créer l'illusion. Si vous passez un jour dans les environs, prenez ne serait-ce que 5 minutes pour visiter ce monument historique. Vous aurez une impression très étrange en voyant cette mosquée. C'est comme si elle a été déposée à cet endroit tellement le contraste entre cet édifice et l'environnement local est fort. La mosquée rouge est la propriété de l'État français. Elle a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 18 juin 1987. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau. Le moment est arrivé de rêver grand, de rêver d'Afrique avec Brian Urfert. Je le dis à l'américaine parce que oui, vous avez vécu de très très longues années sur le continent américain. Il est avec nous, on l'applaudit s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Brian Elvis Urfert, vous êtes conférencier international et expert en gestion des risques et un ancien banquier d'affaires engagé pour l'Afrique. Et ça, on insiste dessus. En 2024, vous fondez BHB Investment et Business Services. Et Business Services, spécialisé dans le lobbying et le financement de projets. Vous publiez The African Dream, c'est un essai sur les défis du continent africain. Vous avez également créé The African Dream Project, dédié à l'éducation, la santé et au développement durable. Et vous lancez en 2025 une formation, une école de formation en ligne pour renforcer les compétences de la jeunesse africaine. Donc de nombreux projets, en à peine 2-3 ans, ça bouge avec vous. Alors rapidement, on va parler dans un premier temps donc, de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter votre monde, les États-Unis, la banque d'affaires, l'argent qui va avec, pour finalement vous focaliser à l'Afrique, voilà, focus sur l'Afrique? Tout simplement, je peux dire qu'il y a eu un déclic, comme un peu la plupart des entrepreneurs, il y a un déclic. Moi, le déclic, c'est un peu personnel. J'ai tout simplement mon divorce. Quel déclic? Voilà, j'ai divorcé et à un moment, je me suis réveillé, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'ai donné beaucoup d'années au continent américain, français, parce que je suis parti aux États-Unis en tant que Français. Et j'ai voulu me rendre utile. Après avoir travaillé dans des institutions bancaires, je me suis dit que s'il y a un devoir que je puisse faire quand même, c'est de redonner de mon intelligence, de ma structure intellectuelle et tout ce que je peux proposer en termes de solutions pour dynamiser les économies des pays africains. C'est ce que j'ai fait dans le livre. D'accord. Et aujourd'hui, pour le coup, vous avez analysé le continent, vous avez analysé les défis, les freins. Quel bilan faites-vous? Quels sont les principaux freins au développement du continent africain, rapidement? La bonne gouvernance. Là, je rentre dans tout ce qui est un peu mon domaine, c'est-à-dire l'intelligence économique et financière. L'Afrique n'atteindra pas tout ce qu'on prévoit si on n'a pas des personnes qui ont cette gestion intellectuelle et rigoureuse, la bonne gouvernance. Parce que là, je dis en tant que banquier, nous, on est formés
En banque, quand on est formé à l'étranger, c'est pour ça qu'on ne peut pas voler dans la banque, parce qu'on a la conformité, on a des personnes qui contrôlent tout ce que nous faisons. Et tant qu'on n'aura pas cette façon de faire dans les instances de gouvernement, c'est-à-dire des instances de tout ce qui dirige le continent africain, même à tous les postes, à tous les niveaux, avec une traçabilité numérique, on ne peut rien faire sans justifier. On ne peut pas rien faire sans demander l'autorisation. Je pense qu'on va foncer vers le mur. Donc pour moi, c'est la bonne gouvernance. Peu importe les bons projets qu'on peut avoir, peu importe les ambitions, s'il n'y a pas de bonne gouvernance, ça va être difficile pour le continent africain de se développer. Alors, il y a deux choses, la bonne gouvernance et la formation. Ça, je pense que ce sont les deux leviers pour que l'Afrique... Parce que je travaille moi-même, je suis chef d'entreprise, j'ai recruté des personnes africaines qui ont grandi, qui ont passé toute leur vie en Afrique. Parfois, il faut un peu... le mindset est totalement différent. Donc, c'est ce que je fais un peu, je joue un peu ce rôle de mentor avec mon équipe pour leur donner un peu cette distance intellectuelle, comment faire la chose. Parce que le savoir-faire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sur la richesse de la diversité culturelle. Lorsque vous avez un savoir-faire british ou un savoir-faire américain et que vous voulez le transporter à travers toutes les villes ou de la jeunesse africaine, c'est un faire-valoir, c'est quelque chose qui va avantager les Africains. Et pour moi, c'est pour ça qu'il faut se servir de cette diversité culturelle pour aller changer le mindset des Africains. Donc on va dire pour conclure, la bonne gouvernance et la formation. Mais est-ce que ce n'est pas un peu réducteur quand vous dites qu'il faut aller changer le mindset des Africains? Parce que pour le coup, certains qui nous regardent peuvent être frustrés, peuvent être gênés par ce type de propos. Changer le mindset des Africains. Vous leur répondez quoi? C'est pas négatif. Tout simplement parce que la gouvernance, la méthodologie et la structure gouvernementale, ça ne s'enseigne pas à l'école. Si vous voulez, c'est quelque chose qui s'enseigne sur des parcours, je peux dire à l'international. Mais dans l'école, en Afrique, on n'enseigne pas. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un arrive aux affaires, va penser d'abord à sa famille. Va penser même dans le terme de recrutement. On va recruter quelqu'un parce que soit il est membre du parti, on ne voit même plus la compétence, ou parce qu'il est membre d'une famille. Alors que je vais prendre l'exemple, par exemple aux États-Unis, on fait face à une commission au Sénat ou au Congrès, c'est des opposants, ce n'est pas des gens qui sont de votre parti. Si vous êtes compétent, vous arrivez à convaincre ces dispositifs du Sénat, de Congrès, on vous nomme à ce poste. Et je le propose d'ailleurs dans mon livre. Comment nommer les gens à des postes à responsabilité et ne pas se baser parce qu'il est membre d'un parti ou parce que c'est quelqu'un d'une famille. C'est tout ça qui fait partie de la méthodologie de la bonne gouvernance et du mindset, justement. Exactement. Alors, vous avez mis en place une école en ligne. Quels sont les objectifs principaux de cette école-là et qu'est-ce que vous y enseignez? Nous avons créé une plateforme de formation et d'éducation pour l'Afrique pour répondre à un besoin croissant d'accès à des ressources éducatives de qualité. Notre objectif est très simple, favoriser l'apprentissage et développer les compétences transversales, les compétences pratiques et améliorer l'emploi sur le continent africain. Et en proposant des contenus adaptés aux réalités locales et en utilisant tout simplement des technologies accessibles. La question que vous venez de demander, quel est le but de cette initiative? Nous avons mis en place cette initiative tout simplement pour contribuer à l'autonomisation des individus et contribuer au développement économique de nos communautés, mais surtout à réduire les inégalités éducatives et tout simplement aider la jeunesse à monter en compétences. J'aime beaucoup le terme réduire les inégalités éducatives, c'est très important ce que vous dites. Et pour le coup, grâce à Internet aujourd'hui, on peut avoir accès à des informations, à de l'expertise assez facilement, même très facilement. Et donc vous, pour le coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que je suis par exemple, je ne sais pas, à Bamako, je suis à Kinshasa, et voilà, j'ai une appétence pour un certain secteur d'activité. Je retrouve tout sur votre école en ligne. Comment je dois être, comment dire, sourcé ou j'ai accès si forcément comment dire, j'ai été choisi parce que j'ai candidaté. Comment ça se passe? C'est un peu la question qu'on peut se poser quand on est loin. Alors, c'est une école en ligne. On s'inscrit. Vous vous inscrivez. Vous allez défiler sur tout, en nous proposant différents types de formations. L'objectif, c'est mettre en lumière les soft skills, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est ce qui détient. Ce sont des choses qu'on n'enseigne plus dans les universités. Donc vous êtes spécialisé dans les soft skills. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément apprendre les maths ou pas nécessairement. Le business management. Non. La cybersécurité, très bien. Le numérique, tout ce qui est, par exemple, je prends l'exemple, l'éducation financière, qui est un peu de mon domaine. Parce qu'aujourd'hui, je parlais dernièrement sur la dynamique familiale, que l'éducation financière commence dans la dynamique familiale. Toutes ces choses seront sur la plateforme. Il suffit de s'inscrire, d'aller choisir une formation. Il y a des formations gratuites, parce que le but, c'est justement
en offrir beaucoup et également des formations payantes en fonction des besoins de la jeunesse africaine. Mais c'est très important, merci pour ce que vous faites. Quand vous dites qu'il y a des formations gratuites, il faut encore réfléchir et se dire effectivement il y a un continent où avec voilà, des jeunes élèves qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès et ça c'est votre give back entre guillemets. Exactement, ben, ce que je disais tout à l'heure que s'il y a une façon, pour moi la transmission c'est quelque chose, je pense qu'il va au-delà de notre intelligence, au-delà d'être humain. Parce que transmettre, permet de créer des liens intergénérationnels. Parce qu'on ne transmet pas seulement l'intelligence, on transmet la culture, on transmet le savoir-faire, on transmet les traditions. Et je pense que c'est un devoir que chaque personne de la diaspora devrait faire à un moment donné de sa vie. Exactement, c'est très important. Donc rapidement et pour finir concernant donc, cette formation en ligne, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc qu'est-ce qu'on tape pour pouvoir avoir accès à ces formations? Alors, African Inside Academy, comme c'est indiqué sur les téléspectateurs le verront, African Inside Academy, on s'inscrit African Insight avec S, parce qu'il y en a qui existent sans juste avec le T, African Inside Academy. On s'inscrit, on regarde, on met le nom, c'est une plateforme. Et puis vous avez toutes les informations et vous pouvez choisir donc à la carte ce que vous souhaitez. Alors maintenant, on va s'intéresser à votre livre, The African Dream. Pour le coup, c'est un peu la continuité, voire la finalité, ou le commencement de ce que vous entreprenez, notamment avec cette école en ligne. The African Dream passera aussi par la formation, par l'éducation, etc., etc. Donc rapidement, est-ce que vous pouvez nous pitcher ce livre dont tout le monde parle hein, quand même hein. J'ai eu beaucoup de retours positifs concernant ce livre. Merci. Alors, The African Dream, c'est une œuvre d'une vision holistique qui a démarré aux États-Unis, chez moi, à New York, dans ma maison. Je suis parti sur tout ce que j'entendais, ce que des Américains, ce qu'ils pensent des Africains, des amis, étudiants, au boulot. Et je suis parti sur cette vision de trip culture pour avoir une vision assez large possible à 360 degrés. Trip culture parce que je vous rappelle pour ceux qui nous suivent que j'ai 3 cultures qui ont fait de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. J'ai des origines africaines, mais mon héritage est profondément enfoui au Congo-Brazzaville. Je suis également français, j'ai une culture française, également une culture américaine. Donc j'ai voulu prendre une vision assez large possible pour partir, pour déconstruire l'Afrique, aller à l'encontre des clichés, à l'encontre de tout ce qui s'associe à l'Afrique, à la précarité, à la pauvreté, au coup d'État, à la corruption, au génocide, pour proposer un livre de recettes, et de solutions qui va permettre de sortir l'Afrique du tiers-monde et aussi de donner des solutions pour ne plus dépendre économiquement de cet Occident qui paraît quelquefois condescendant et opportuniste. D'accord. Donc pour le coup, à qui s'adresse ce livre? Il est destiné à qui? Donc à nos États, à nos autorités, donc aux entrepreneurs, aux écoliers. À qui s'adresse ce livre? Ce livre est adressé à tout le monde. Parce que je vous ai dit que j'ai fait des solutions. Je propose des solutions. Je vais commencer par les jeunes. J'ai donné la possibilité à la jeunesse africaine de penser à réaliser leurs rêves sur le continent africain et ne plus prendre des risques à se diriger vers la Libye, l'océan Atlantique pour aller amérer sur les plages de l'Italie. Donc j'apporte des solutions à la jeunesse, j'apporte des solutions aux dirigeants africains sur comment redynamiser leur croissance, comment faire face au déficit public, parce que ça c'est le problème de l'Afrique. Le déficit public, chaque année on est toujours déficitaire. Moi j'apporte des solutions. Et la finance verte, ce qui peut permettre aujourd'hui de financer comme l'inventaire qu'on vient de voir. On se demande en Afrique, il n'y a pas d'argent pour ça, mais moi je propose des solutions. Comment trouver de l'argent? Il y a moyen de trouver l'argent en Afrique. Donc ce livre s'adresse à tout le monde, s'adresse aux intellectuels, aux chefs d'État. J'en ai donné aux ambassadeurs, aux chefs d'État, à des ministres. Toutes les personnes ont ce livre. En tout cas, le message est passé, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez vous procurer ce African Dream, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, le mot est très simple. Enfin, le titre du livre est très simple à retenir. Voilà, mesdames et messieurs, le message est passé. Merci pour ces mots. Merci. On sent que ça, vous parlez avec le cœur. On sent que vous êtes motivé. On sent que vous êtes en guerre presque, hein, c'est-à-dire que vous avez un combat à mener et vous y allez à fond à travers donc, votre école en ligne, mais aussi à travers vos écrits, vos ouvrages. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous restez avec nous, bien sûr, mesdames et messieurs, on continue cette émission et le moment est arrivé d'aller voir ce qu'il se passe un petit peu ici en Europe, mais aussi sur le continent africain. Je vous propose l'agenda des diasporas. C'est maintenant. Allez, on regarde et puis on revient. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe.
L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe. Voilà, de retour sur le plateau de Diaspora Africa et j'insiste dessus, n'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, n'hésitez pas à nous envoyer vos événements. Tout simplement, on met ici sur l'agenda parce qu'encore une fois, cette émission, c'est vraiment la vôtre, on diffuse. Allez, mesdames et messieurs, on va faire une courte pause et on revient dans un instant avec Brian Urfet ainsi que Excellence Rahim Atoumane. Allez, à tout de suite. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour sur le plateau de Diaspora Africa pour la deuxième partie de cette émission. On a le plaisir d'avoir Rahim Atoumane, représentant résident de l'Agence africaine de coopération auprès du gouvernement de l'Union des Comores. Bienvenue encore une fois à vous. Et nous avons Brian Urfet, donc auteur du livre The African Dream et fondateur et CEO de notamment cette école, cette académie donc en ligne. N'hésitez pas si vous avez des enfants, n'hésitez pas si vous souhaitez tout simplement apprendre de nouvelles choses, en tout cas de nouvelles compétences, n'hésitez pas, il y a une école qui est disponible, donc The African Insight Academy. Yes. Voilà, mesdames et messieurs, nos invités sont là et en face de vous, nous avons Babadem ainsi que Mr. L. Et Mr. L, avec lui, on parle business, on parle comment make money, comment se faire de l'argent. Et là, on va parler d'élevage, c'est bien ça? Élevage et transformation. Élevage et transformation, c'est parti pour Dynamique africaine. Oui, alors encore un marché énorme dans le monde et dans lequel on est encore un peu en retard en Afrique, qui est le marché de l'élevage et de la transformation, parce que par manque d'infrastructures, malheureusement, on n'exploite pas suffisamment à sa juste valeur le potentiel que l'on a. Et notamment, donc, je parlais de l'élevage, il faut savoir qu'il y a un marché de niche en Occident, notamment en Europe et aux États-Unis, qui est de ce qu'on appelle le grass-fed grown animals, c'est-à-dire les animaux qui sont issus de pâturage naturel. C'est-à-dire on ne donne pas de céréales, c'est juste du pâturage, c'est-à-dire de l'herbe, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une race qui est très intéressante, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est la Ndama. C'est une vache qui est de couleur fauve, qui a une ossature qui n'est pas très lourde, donc qui a un rendement qui est très intéressant. Et si on arrive à avoir, j'ai regardé un petit peu, parce qu'on parle d'abattoir, etc., c'est très très cher comme investissement, mais en réalité, on peut commencer avec un budget entre 50 et 150 000 euros pour faire ce qui est de l'argent, mais ce qui est rien du tout par rapport à un abattoir classique ici comme on peut voir en Europe, qui se compte en millions d'euros. Et en fait, on peut très bien produire de la viande, puisque on va dire les éleveurs élèvent cette race et qu'elle est à profusion. On peut très bien, si on arrive à la transformer en faisant des petits abattoirs, comme je disais, entre 50, 100, 150 000 euros, on peut avoir un abattoir où on peut sacrifier jusqu'à 50 bêtes par jour. Ce qui ferait, du coup, quand je dis par rapport à ce budget, il y a la réfrigération dedans. C'est-à-dire qu'il y a des chambres froides. C'est-à-dire qu'on peut conserver la viande que l'on a sacrifiée et à ce moment-là aussi l'emballer et pouvoir l'exporter vers des marchés qui sont porteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, aux États-Unis et en Europe, il y a un marché pour la viande issue de bêtes qui sont on va dire, nourries de manière naturelle. Et donc, du coup, je pense que avoir quelqu'un qui part de la diaspora et qui a un budget on va dire, pour pouvoir déclencher notamment une levée de fonds ou un financement bancaire, c'est parfaitement possible de le faire. D'accord, très intéressant. L'élevage, merci beaucoup
Mister L, donc 150 000, 200 000, avec, je suppose, un gros retour sur investissement. Bah oui. Donc, très vite, oui. C'est très vite. À plusieurs chiffres, exactement. Merci en tout cas, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller explorer, à aller plus loin dans éventuellement ce que nous a dit Mister L, et pourquoi pas devenir millionnaire grâce aux vaches. Grâce aux vaches, oui, bah, bien sûr. Ah bah oui. Énorme potentiel. Bien sûr. Quatrième, on a le quart du cheptel mondial, 400 millions de têtes. Ok. Donc oui, voilà, donc il y a un gros potentiel, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Mister L. On continue cette émission, mesdames et messieurs. Le moment est arrivé d'accueillir notre pitcheuse du jour. Et c'est une toute jeune dame, elle s'appelle Nandi Bachar. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des jeunes ici sur le plateau de Diaspora Africa. On reçoit souvent des vieux, entre guillemets. Et donc là, on a une petite jeune qui vient un peu nous challenger, j'ai l'impression. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti pour Pitch. Alors Nandi Bachar, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Donc je l'ai dit plus tôt, vous êtes toute jeune et vous pensez à l'Afrique, vous parlez d'Afrique. Et parce que vos parents, voilà, les parents que nous sommes et surtout les grands-parents aussi, ont beaucoup parlé d'Afrique, à savoir je ne vais pas rester en France, je ne vais pas rester en Europe, je vais y retourner. Les enfants ensuite ont suivi la même chose en disant oui, moi aussi, je vais vivre The African Dream comme votre livre. Et puis finalement, les enfants sont restés, on fait des enfants. Et finalement, est-ce que ce sont eux qui vont repartir au pays? Bonne question, c'est la question que vous vous posez. Exactement. Du coup, déjà, merci de m'accueillir. Et en effet, du coup, je suis malienne de ma mère et nigérienne de mon père. Et c'est vrai que même eux, cette première génération, la génération avant moi, me disent « Ah, on va investir là-bas, il faut retourner en Afrique, c'est important ». Et aujourd'hui, j'ai 22 ans et il y a eu très peu de tentatives. Il y a eu très peu de tentatives. Je ne les pointe pas du doigt, je ne les blâme pas. Je me dis que la vie ici les a appâtés, il y a des responsabilités, voilà, le travail. Mais je me dis qu'aujourd'hui, nous, cette deuxième génération, c'est à nous, on a le temps. J'ai 22 ans, je vais finir mon master cette année. Et je me dis, c'est nous qui avons le temps, c'est nous qui avons ce dynamisme d'aller investir en Afrique, d'entreprendre. Je trouve ça vraiment important. Et je me dis, entreprendre, oui, mais dans quoi? Je n'ai pas de secteur d'activité précis, mais je me dis dans la jeunesse. Pourquoi? Parce que je sais qu'aujourd'hui, 60% de la population en Afrique, elle a moins de 25 ans. Et je sais que là-bas, il manque de divertissement, de lieux d'échange où les jeunes ils peuvent parler, échanger de leur art, leur créativité. Et je me dis, je suis jeune et c'est quelque chose que moi, je recherche, même quand j'y vais. Et aussi, 62 millions de jeunes en Afrique sont en situation NEET, c'est-à-dire ils n'ont ni d'emploi, ni d'éducation et ni de formation. Je me dis aujourd'hui, si moi demain, de mon jeune âge et avec toute la diaspora jeune, on peut aller même créer de l'emploi et aider et créer ce dynamisme en Afrique. Et je trouve ça vraiment important voilà, moi aujourd'hui, ça fait 8 ans que je ne suis pas allée au Mali. Et je sais, je parle avec mes cousins, 8 ans après, c'est toujours le même cinéma. C'est toujours le même bowling. Il n'y a pas de lieu où, entre jeunes, on va échanger, se divertir, discuter. Et je trouve ça vraiment important que nous, moi, avec mes richesses, ce que j'ai appris à l'école, mon master, c'est vraiment entreprendre. Et je me dis, OK, ici, pourquoi pas. Ici et là-bas, le faire, je pense que c'est un réel besoin. C'est vraiment un besoin. Et je me demande si vous avez des enfants ou des frères et sœurs de mon âge, est-ce que vous leur avez donné cette appétence d'aller entreprendre en Afrique, d'aller voir ce que les jeunes là-bas ont besoin, parce que si vous vous en rendez compte, OK, il y a beaucoup de restaurants qui ont ouvert, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est pas suffisant et parfois c'est pas accessible. Pour le coup, on va laisser donc messieurs. Je peux répondre? Bien sûr. Bravo. Oui, j'ai pas les mots parce que je parlais tout à l'heure du déclic et c'est très bien. Vous savez, je vais utiliser des mots vraiment forts. La diaspora est un réservoir de puissance intellectuelle et de talent. Elle doit être mise à la disposition du continent africain. Ouais. Sinon, c'est les puissances d'autres pays, d'autres nations qui viendront utiliser ses cerveaux et ses talents. Tant que c'est quelqu'un d'autre qui a la compétence, qui contrôle toute la chaîne de valeur, ça ne sert à rien que nos dirigeants fassent des sommets Afrique-Italie, sommets Turquie-Italie, Chine-Italie. Autant mieux rester en Afrique pour former nos jeunes et financer des jeunes dans l'entrepreneuriat sur nos ressources
naturelle. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. On continue avec vous, Raïm, on va finir avec vous. Alors moi, ce serait un peu plus pragmatique économique, c'est-à-dire que le Mali, comme vous l'avez dit juste avant, il a des besoins. On parle de bowling, ça parle du cinéma, ça me fait un peu rire parce que nous, aux Comores, on ne l'a pas. Donc si vous nous ramenez le bowling et le cinéma, la jeunesse sera très contente. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a des problématiques comme ces catégories de jeunes qui n'ont ni travail, ni formation, ni travail. D'ailleurs, je ne connaissais pas cette appellation de catégorie, c'est très intéressant. Ces jeunes-là qui viennent nous apprendre. Tout à fait. Moi, ce que je pense, c'est, comme l'a dit notre cher auteur, c'est que la diaspora aujourd'hui, c'est une ressource. C'est la plus grande ressource. On dit beaucoup qu'il y a quelques problématiques en Afrique, on peut l'entendre. Et moi, je trouve que la problématique réelle, c'est l'humain aujourd'hui. C'est-à-dire que si on résout cette problématique-là, on résoudra toutes les problématiques. Comme on l'a dit, on est le plus grand continent du monde avec la population la plus jeune. Donc moi, de manière pragmatique, ce que je dirais, ce serait de faire un tour dans les pays respectifs, que ce soit le Mali et le Nigeria, parce que c'est des pays dans lesquels vous avez déjà un lien. Le Niger. Pardon. Ce sont des pays dans lesquels vous avez déjà des liens. Oui, oui. Donc y aller et sonder vraiment la problématique qui va répondre aux besoins existants. Oui. Et ensuite, le monter avec les outils que vous avez à travers votre master. C'est assez simple. Moi, j'ai donné par exemple l'exemple chez nous, aux Comores, des VTC. Les VTC n'existent pas. Les taxis aujourd'hui sont des taxis brousse. Si un jeune venait aux Comores et ramenait des véhicules qui mettraient aux normes françaises que l'on connaît, des petits bonbons, un petit verre d'eau, etc., qu'il augmente légèrement le prix, il créera un business, mais il répondra à une demande. Parce que notre problématique, c'est de s'enfermer dans ce que nous connaissons en France et de créer des demandes de business en Afrique qui s'estompent. Quand on ouvre un restaurant en Afrique en été, quand il y a tout le monde, dans un point où il y a toute la population diaspora qui vient, quand les vacances sont finies, il n'y a plus personne et on dit l'Afrique, il ne faut pas investir. Non, c'est qu'on n'a pas fait les bons calculs. Donc moi, ce que je dis, c'est d'aller là-bas. Et d'ailleurs, nous, on a monté un programme, le PAFED, programme d'appui à la formation entrepreneuriale de la diaspora, qui sera bientôt disponible, qui pourra permettre à sa diaspora d'aller en Afrique, de découvrir le continent, le climat des affaires, ce qui s'y passe réellement toute l'année, et de proposer des outils pour investir. Clair, net, précis, bravo. Franchement, tu as de la chance d'arriver avec deux grands mentors. Tu les suis, c'est bon, tu as gagné. Bravo, merci beaucoup. Nandi, vous allez rester avec nous. Votre copine peut nous rejoindre aussi si elle le souhaite. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque en allez, ne soyez pas timides. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Nous sommes presque au terme. Et pour le coup, c'est une question assez intéressante qui a été posée par Aïssatou de Beauvais. Donc ça tombe bien, c'est marrant. Donc Aïssatou, donc mon homonyme en plus. Alors, c'est une vraie question qui parle des mariages mixtes, notamment dans la diaspora. Est-ce que ça peut éventuellement freiner les jeunes qui veulent aller s'installer sur le continent africain? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, je me marie avec, je ne sais pas, un Italien, et puis voilà, mon rêve, il devient italien, et finalement, cette diaspora-là dont vous parlez tant, qui doit reconstruire le continent africain, non, moi, je vais en Italie, les amis, je suis désolée. Tu réponds, je réponds. Allez. Aujourd'hui, j'ai une autre vision. Parce que j'ai été marié beaucoup d'années avec une Américaine. Et finalement, est-ce que ça vous a freiné ou pas pour votre projet sur le continent africain? Américaine ou afro-américaine? Afro-américaine. Ça vous a freiné? Ah oui. Aujourd'hui, tous mes proches le savent. Après, tous ceux qui veulent faire des mariages avec des Chinois, ce qui veut dire le choix. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, je suis divorcé, mais si je dois refaire ma vie, je l'espère, c'est une femme africaine. Je pense qu'on ne valorise pas souvent nos sœurs. Et la preuve, la vision que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas quand j'étais avec une femme américaine. Je ne l'avais pas, ce qui est normal. Tous ceux qui m'ont connu, ils voyaient mes réseaux sociaux. C'était Costa Rica, Brésil, Dubaï, c'était la vie normale. Je jouais à l'américain, mes casquettes. Alors que si vous avez le bon partenaire ou la partenaire qui accompagne votre vision, faire asseoir cette vision, conforter cette attractivité et le diriger sur le continent africain, croyez-moi. Vous savez, je suis expert en finance. Peut-être si j'avais la bonne personne, peut-être que j'allais déjà enchaîner le continent africain depuis il y a 10 ans. Peut-être que je serais loin. Donc, j'encourage peut-être ceux qui le font, mais moi, aujourd'hui, j'ai une autre vision. Bien sûr. Et je pense que c'est un avis, du vécu. C'est même pas un avis, c'est du vécu. Pour le coup, qu'est-ce que vous répondez, Raïm Atouma, l'excellence? Avec le temps, ma réponse serait un peu plus mitigée. Avant, j'étais très, très catégorique. Et c'est vrai, j'ai vécu des mariages aussi avec... Des mariages, mais dis donc. Moi, pas des. En avance, on ne peut pas réussir partout du premier coup. Et donc je dirais que ça dépend de l'essence que nous avons en nous. Il y a un film là, qui est sorti, d'ailleurs je vais en profiter pour en parler, qui est Fanon. On voit que France Fanon a fait le travail qu'il a fait.
avec à ses côtés une femme blanche qui était déterminée dans son autodétermination à la souveraineté africaine. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se perd un peu. On se perd un peu à se marier ailleurs et surtout en ne faisant pas la transmission de la tradition. Donc moi, je dirais on peut se marier avec qui on veut s'il y a une transmission qui est faite. Mais si le mariage dit rupture de tradition, rupture de transmission de tradition, à éviter. Parce qu'après, on se détourne de la mission première qui est la souveraineté et l'unité de l'Afrique. Et si c'est cette mission-là qu'on porte, bien sûr. Aussi, donc ça dépend de l'essence qu'on a en nous, clairement. Exactement. Rapidement. Moi, j'ai épousé une Française. Je suis divorcé, mais c'était une Française bretonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des divorcés ici sur le plateau. Mais par contre, il n'y a pas eu de perte d'identité. J'ai eu des enfants qui sont attachés au continent africain. Et il n'y a pas de règles, je crois. Il y a des fois une perte d'identité, on a tous vu autour de nous. Des gens qui ont été mariés, qui étaient complètement... on va dire, lobotomisés, quelque part aliénés. Et puis d'autres où ça fonctionne très bien. Donc c'est mitigé. Voilà. Exactement, transmission pour le coup, c'est fait. Exactement. Baba? Ouais, pour moi, c'est surtout dans la relation. Ça devient une richesse culturelle quand l'autre personne a envie d'épouser la culture de l'autre. Et parfois même, c'est le conjoint qui n'est pas de la culture qui a même envie de vous pousser dans notre culture. Donc c'est surtout ça. Des gens là, Afrique, là, vous parlez Afrique, eux connaissent beaucoup plus l'Afrique. Mais le pire, ça serait la perte d'identité, c'est quand on est à table, cuillère, fourchette et ça s'arrête là. Donc l'aliénation, donc perte d'identité. Donc on retiendra le mot transmission. Voilà, exactement, je suis totalement d'accord. Pour le coup, il y a des gens qui n'ont pas été divorcés, qui n'ont pas été mariés ici sur le plateau. On va leur donner la parole. Vous en pensez quoi? Moi, je suis tout à fait d'accord avec le mot transmission. À partir du moment où on transmet et qu'on ne perd pas, mais pour le coup, tu es concernée parce moi, que je suis totalement d'un côté, tu es malienne, d'un côté, tu es nigérienne. Malgré que ça soit deux pays... Donc c'est qui gagne à la maison? Si vous souhaitez aller vivre sur le continent, par exemple, tu es marié avec un Nigérien, tout simplement, on va où? On va au Mali ou on va au Niger? Moi, je pense que... C'est une question, non mais c'est vrai, c'est une question qui fait débat. Moi, je pense que dans son cas, si elle prend avec un Nigérien ou par exemple son père qui a eu... Pour moi, c'est facile. Je le dis parce que j'étais quand même... Il y avait un décalage même dans mes discussions. Après, effectivement, la différence est beaucoup plus flagrante parce que vous parlez d'américain. Bah oui, mais néanmoins, la question se pose quand même. Je pense que c'est le Mali, moi. Je ne sais pas pourquoi. Le Mali? Ça sent le Mali? Oh, attention. Quand on parle bambara... Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup à nos invités. La jeunesse vous a écouté et je pense que le premier message, vous adressez le premier public, c'est vraiment cette jeunesse-là qui a tout à faire. Et ça tombait bien qu'on reçoive des jeunes africaines ici sur le plateau de Jazz Africa. Merci bien sûr Baba Dem et ainsi que Mr. L. Et merci bien sûr à la jeunesse, à Madame Bachar et... Voilà, merci, bye bye, rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.